Guten Abend und auch in meinem Namen möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung Vergessen niemals, deutsch-französische Perspektiven zur Erinnerung an den Holocaust. Herr Weber, haben Sie herzlichen Dank. Ich bin Journalistin für die Deutsche Welle. Die Bonner unter Ihnen werden wissen, das ist hier direkt um die Ecke. Und ich freue mich auch ganz besonders, heute Abend diesen Abend moderieren zu dürfen. Auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an all unsere Gäste. Judith Elkan-Hervé, die uns aus Paris zugeschaltet ist. Judith war 18, als sie damals deportiert wurde in das KZ Auschwitz. Sie hat mitgewirkt an dem Bildband, den Herrn Weber eben schon angesprochen hat, Déportés, leur ultime transmission. Die Deportierten, ihr letztes Zeugnis. Die gleichnamige Ausstellung ist draußen im Gang zu sehen. Und dieses Projekt initiiert hat Karine Sicard-Bouvattier. Sie ist hier mit mir auf der Bühne. Hallo, Frau Sicard-Bouvattier. Herzlich willkommen und auch an Sie vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Ihr Projekt umfasst Porträts und Interviews mit 25 KZ-Überlebenden, die sie eben mit jungen Menschen fotografiert hat. Und zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatten die jungen Menschen genau das gleiche Alter wie eben die Überlebenden, als sie ins KZ deportiert wurden. Also wirklich eine Arbeit des Ineinander hineinversetzens, des Wachhaltens der Erinnerung und eben auch der Weitergabe von Erinnerung. Zu meiner Linken darf ich außerdem begrüßen Professor Dr. Peter Geis von der Uni Bonn. Sie sind Leiter der Abteilung Didaktik für Geschichte hier an der Uni. Auch herzlichen Dank an Sie. Und zugeschaltet aus Berlin ist Coralie vom Hofe vom CIVS. Das ist die französische Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen aufgrund antisemitischer Gesetzgebung während der Okkupationszeit. Ein langer und komplizierter Name und eine wichtige Aufgabe, die diese Kommission innehat. Wir hören gleich mehr davon. Zunächst möchte ich aber einmal ganz herzlich nochmal die Schüler und Schülerinnen des Hartberg-Gymnasiums und des Friedrich-Ebert-Gymnasiums begrüßen. Sie haben heute Nachmittag sich die Zeit genommen, sich die Ausstellung anzugucken und eben darüber zu reflektieren, wie man Erinnerungen wachhalten kann. Und ganz vorne in der ersten Reihe sitzen Huspe und Marina. Ich würde gern mit euch starten. Was hat dieser Nachmittag in euch bewirkt? Wie habt ihr euch dabei empfunden? Moment, das Mikro kommt. Vielen Dank. Also ich fand es ganz spannend und vor allem die Bilder von den Überlebenden und den Jugendlichen, die fand ich sehr schön auch. Und die Geschichten, die darunter waren, fand ich auch alle sehr bewegend, weil es waren auch sehr traurige Schicksale, die diese Menschen betroffen haben. Und dass sie das alles überlebt haben und immer noch ihren Lebenswillen behalten haben, inspiriert mich sehr. Ich fand es auch sehr interessant und vor allem auch sehr rührend, dann wirklich zu realisieren, dass diese Menschen damals, als sie deportiert wurden, genauso alt waren, wie wir jetzt teilweise sind, auch im Alter 17, 18 Jahre, weil man sich das davor teilweise nicht ganz so bewusst gemacht hat. Man wusste, es gab das, aber eben diese Fotos zu sehen mit diesen jungen Menschen und diesen teilweise Kindern von 10, 11 Jahren, das hat dann nochmal so einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Perspektive auf die ganze Situation und das Geschehen damals gegeben. Und eine Aufgabe, die ihr heute gemacht habt, war unter anderem einen Brief zu schreiben, also euch in einen der Jugendlichen hineinzuversetzen und aus seiner Perspektive zu berichten, was das mit euch gemacht hat. Ich glaube, ihr habt sogar die Briefe mitgebracht, einen ausgewählt, oder? Das sollte eigentlich jemand anderes vom LWG machen. Oh, Entschuldigung. Dann gab es da eine kleine Kommunikation. Ja, es ist so, wenn man live ist, da gibt es manchmal Dinge, die unvorhergesehen sind. Danke. Soll ich den Brief vorlesen? Gerne. Du kannst gern zu uns nach vorne kommen, wenn du magst. Okay. Vielleicht setzt du dich einfach zu USB. Also die Aufgabe war ja, dass wir uns ins Mikro, okay. Die Aufgabe war ja, dass wir uns
in die Jugendlichen hineinversetzen sollten, aber als die schon selber erwachsen waren und dann einen Brief an das eigene Kind schreiben. Der ist jetzt auf Französisch. Ich denke, alle, die Übersetzung brauchen, sind ausgestattet. Okay. Chère Sophie, j'espère que tu vas bien en France. Mes vacances en Allemagne se passent bien. Ce matin, j'ai visité le grand mémorial de l'Holocauste à Berlin. Cela m'a fait penser à un événement intéressant de ma jeunesse. Alors, je t'écris cette lettre pour te raconter d'une rencontre que j'ai eue avec un témoin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a environ 30 ans qu'une photographe m'a approché pour un projet sur la déportation. Le témoin que j'ai rencontré s'appelait Marie-Josée et avait 20 ans, alors un peu plus âgée que toi maintenant, quand elle a été déportée à Ravensbrück en Allemagne. Son histoire m'a touchée car elle a fait partie de la résistance. Quelle bravoure! Prends cette journée pour penser aux victimes et aux résistants de la Deuxième Guerre mondiale, car cela est très important et n'a pas le droit d'être oublié. Grand bisous, maman. Vielen lieben Dank. Frau Sicard-Bouvertier, Sie haben auch gerade den Brief gehört. Was hat Sie damals dazu bewogen, dieses Projekt zu initiieren? Elle marche, oui, ça marche. Merci beaucoup et je voulais vous dire que j'étais très contente aussi d'être là en ces jours d'amitié franco-allemande. Ce projet m'a été inspiré, j'ai commencé le travail en 2018. J'ai toujours vécu, je ne suis pas concernée dans ma famille par cette tragédie. Néanmoins, on en a toujours parlé à la maison. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu le film Shoah qui m'a énormément marqué, qui est un film de Claude Lanzmann, un documentaire. Et donc j'ai toujours vécu avec cette... vraiment la connaissance de cette histoire, plus à l'école. Et puis, c'est la rencontre avec un témoin, un rescapé, en 2018, qui faisait une conférence. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille le photographier. Donc, je suis partie à Grenoble, c'est là où il était. Lui, il était résistant et on a passé une journée ensemble. Après, par un ami de mon père, j'ai rencontré un autre rescapé qui, lui, était hongrois, d'origine hongroise à Genève, qui n'avait pas beaucoup parlé. Et mon père m'a dit, écoute, va le voir, il a envie de te parler. Donc je suis partie, je l'ai interviewé, photographié aussi. Et en rentrant, je me suis fait la réflexion, je me suis dit finalement, j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons, et je me suis dit, ils avaient leur âge. Et ça a fait un peu comme un boomerang. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus en tant que photographe? Il y a heureusement beaucoup de documents qui existent, de films, de livres, de poèmes, de photographies. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'associer ces témoins avec ces jeunes pour à la fois se rendre compte de ce que c'est que d'être séparé de ses parents, de ses frères et sœurs, d'arriver dans des lieux de terreur absolue, des drames absolus, et puis de ne pas les voir, eux, comme des personnes âgées. Et c'est effectivement ce qu'ont vu les jeunes là, et ça m'a fait plaisir que ce message puisse passer, que ce soit des personnes qui ont été jeunes également. Et l'autre chose, c'était la photographie, elle arrête le temps, un instant T, et c'était arrêter ce temps de transmission entre les témoins et la jeunesse pour qu'eux-mêmes soient les prochains passeurs de relais. Et c'est comme, je donne souvent cette image, mais lorsque une bougie s'éteint, commence à s'éteindre, on en approche une autre, et c'est photographier ce moment-là de passage de relais pour qu'eux puissent dire à leurs enfants, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ça, et c'est important de connaître cette histoire mais on en parlera je pense tout à l'heure peut-être plus en détail, pour être à l'avenir surtout des citoyens éclairés, parce que c'est aussi le message qu'ils font passer, des messages de paix, de fraternité, et c'est au regard de ce qui s'est passé d'être beaucoup plus ouvert, pas indifférent, parce que ça c'est très important, de l'indifférence qui est terrible, donc d'être fraternel et pas indifférent aux autres. Donc c'est ce projet que j'ai voulu... il y a l'oubli aussi, et il y a une phrase d'Elie Wiesel qui dit « Le bourreau tue toujours 2 fois, et la seconde par l'oubli ». Et c'est vrai que c'est une phrase
assez forte et la mémoire doit perdurer parce qu'on vient tous de quelque part, on a tous nos histoires, il y a d'autres drames qui se passent, mais voilà, au regard de ce qui s'est passé, d'être des citoyens éclairés et vigilants. Vielen Voilà. Dank, Frau Sicard-Bouvatier. Ich lasse meine Gäste auf Französisch antworten und werde weiter auf Deutsch moderieren. Das macht es für unsere beiden Dolmetscher hinten in der Kabine einfacher. Nur zur Erklärung. Vielen herzlichen Dank. Alle 25 Überlebenden, die Sie getroffen haben, haben sofort Ja gesagt und bei dem Buch mitgewirkt. Unter ihnen war eben auch Judith Elkan-Hervé, die uns aus Paris zugeschaltet ist. Judith ist 1926 in Oradea geboren. Zu Deutsch ist das Großwardein in Transsilvanien. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt war das Ungarisch, später war es Rumänisch. Madame Elkan-Hervé, konnten Sie sich jemals vorstellen, dass Ihr eigenes Land es zulässt, dass Sie deportiert werden? Sie waren 18, als die Nazis kamen und Sie verschleppten. Haben Sie sich jemals vorstellen können, dass das im eigenen Land passieren könnte? Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre et les jeunes, les élèves de l'école, des deux lycées qui sont là. Je vous remercie de tout cœur de vous intéresser et vous êtes encore, j'espère, déjà au courant de beaucoup de choses, donc je pourrais vous donner quelques informations, mais c'est une expérience finalement qu'on ne peut pas transmettre. Vraiment, ce qu'on a vécu est absolument impossible de transmettre. L'horreur, indescriptible. Ce qu'on peut transmettre et ce que je voudrais dire encore là fortement, c'est le deuil profond que je sens pour tous ces millions de personnes qui ont disparu dans la Shoah. Et le deuil ne s'effacera jamais, c'est-à-dire ça s'aggrave l'âge. Et que quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus facile de vivre avec ce deuil, mais actuellement, à 98 ans, bientôt en quelques semaines, je ressens ce deuil comme si c'était hier. Bon, mais ce qui me console, c'est que justement, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de près ou de loin de la famille ou des amis déportés, mais qui s'intéressent et qui veulent savoir et apprendre tout ce qui s'est passé. Bon, il y a beaucoup de livres qui été écrits, on en parlait en détail. Moi, je ne chercherai pas à vous raconter toutes les à Auschwitz, mais je tiens sûr qu'il faut garder un intérêt intense pour tout ce qui se passe autour de nous, surtout les jeunes, vous, les jeunes. Vous ne devez pas vous enfermer dans une indifférence. Il faut s'impliquer dans la vie, parce que si en Allemagne, dans les pays fascistes, il y aurait eu peut-être des gens qui auraient résisté mieux au fascisme, à Hitler, à Mussolini, à Horthy, d'où je viens, peut-être que les choses ne se seraient pas passées de cette façon. Et pas seulement dans les pays fascistes. Je dois dire aussi les pays, entre guillemets, soi-disant démocratiques, ont fermé un peu les yeux sur les événements qui se sont passés, puisqu'il ne s'agissait pas directement d'éviter la guerre, à tout prix, éviter la guerre. Tant pis, ça a commencé bien avant, déjà avec la guerre d'Espagne, parce qu'il faut parler de la situation de l'Europe depuis la fin de la Première Guerre mondiale. D'abord, les paix de Versailles, de Trianon, étaient très injustes. Ils ont laissé l'Allemagne et la Hongrie dans des situations pénibles et pauvres, l'industrie, les pays appauvris. Donc, ça a pu donner naissance à une révolte dans ces pays-là, c'est-à-dire que la population était mécontente. Et quand la population est mécontente, on cherche des coupables.
Et les coupables, à travers l'histoire, étaient très souvent les Juifs. Bon, donc il faut éviter, il faut éviter toute, il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Et moi je suis vraiment 100% juive, mais je ne veux pas restreindre mon intérêt uniquement à la question de la déportation des Juifs. Je suis autant touchée, pas autant peut-être parce que je ne peux pas oublier la déportation de ma famille, de mes amis, de mes proches. Voilà, donc je rectifie, pas autant, mais très, très fortement intéressée par tout ce qui se passe autour de moi dans le monde. Et il faut que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse et ne laisse pas passer des choses qu'ils jugent injustes, inadmissibles, et pas seulement ce qui nous touche directement, mais ce qui se passe autour de nous. Et en Europe, ça a commencé très tôt, je vous dis, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec la révolution russe aussi, ensuite la guerre en Espagne. Bon, on a essayé de chercher, de garder la paix, de ne pas faire la guerre mondiale, mais c'était inévitable. On n'a pas pu l'éviter. On aurait peut-être mieux fait d'être un peu résister à Hitler avant que la Deuxième Guerre mondiale n'a éclaté qu'en 1939. Bon, alors je reviens peut-être à la déportation. Ce que je voulais dire, que c'était finalement une succession d'événements. C'était pas tombé du ciel brutalement. Si on réfléchit et si on épluche l'histoire entre les deux guerres mondiales, on trouve vraiment les raisons, les coupables. Il fallait un coupable parce que là, c'est mal terminé, cette Première Guerre mondiale. Et en plus de ça, il y avait un autre problème. Les pays démocratiques avaient plus peur du régime communiste que du régime fasciste. Et donc, on a un peu négligé de vraiment montrer les points à Hitler et à Mussolini, parce qu'il y avait de soviétiques. Voilà. Et ça, les pays démocratiques, là, peut-être, ils n'ont pas jugé tout à fait correctement à l'époque ce qu'il fallait faire et agir. Bon, donc, voilà. Pour l'instant, bon, j'arrête là et je vous laisse poser des questions. Danke, Frau Elkan-RW. Sie sagen also, die anderen europäischen Länder haben die Augen verschlossen vor dem aufkeimenden Faschismus in Deutschland. Auschwitz und andere Konzentrationslager konnten gebaut werden und niemand hat etwas getan. Als Sie deportiert wurden, wussten Sie denn, was Sie in Auschwitz erwartet? Hatten Sie die leiseste Ahnung, was das für ein Lager ist oder war? Non, justement, on écoutait tous les soirs à la maison, chez mes parents, Radio Londres en langue hongroise. À 10h12, il y avait les nouvelles. Mais ces nouvelles ne sont pas du tout prévenues de ce qui se passait. Bon, évidemment, jusqu'en 1943, il n'y avait pas de chambre à gaz. Il y avait les camps de concentration, mais il n'y avait pas la destruction et l'extermination, parce que c'est ce mot-là, c'est les camps c'est pas la déportation, c'est l'extermination. Et jusqu'en 1943, donc, il n'y avait pas les chambres à gaz. Donc, on ne pouvait pas nous prévenir de cette horreur, mais il y avait déjà quand même les horreurs des ghettos de Varsovie, il y avait tous les pogroms que les Allemands ont organisés après, quand la guerre avec l'Union soviétique a éclaté en Ukraine. Bon. Donc, on ne nous a pas prévenu tous les dangers qui nous attendaient. Peut-être que on aurait pu, plus de personnes auraient pu être sauvées. Je ne dis pas qu'on aurait pu, là c'était trop tard déjà, à partir de quand la guerre a éclaté, on ne pouvait faire qu'une chose, c'est de battre l'Allemagne hitlérienne et essayer de gagner la guerre. Bon. Mais avant, même
aurait fallu faire autrement et nous prévenir. Bon, en Hongrie, on a connu quelques réfugiés de Pologne, des Juifs polonais, mais eux, ils nous parlaient du ghetto de Varsovie, des différentes villes en Pologne, mais évidemment, d'abord, on les croyait, d'accord, on croyait ce qu'ils disaient, mais on imaginait que les Juifs hongrois qui étaient surtout la, la société où je vivais en Transylvanie, quand il y avait 100 000 habitants dans ma ville, il y avait 30 000 Juifs, et bon, nous étions privilégiés peut-être au point de vue social, la bourgeoisie moyenne. On n'imaginait absolument pas, mon père était militaire, officier dans la Première Guerre mondiale en l'armée austro-hongroise, il était décoré, et donc j'ai eu les lois antisémites quand ils sont arrivés en Hongrie en 40, 41. Mon père avait, non seulement mon père, une catégorie de juifs bénéficiait de certaines exceptions à cause de leur mérite dans la Première Guerre mondiale. Donc, par exemple, on bénéficiait de pouvoir fréquenter un lycée, ne pas aller dans un lycée juif, mais de fréquenter n'importe quelle école d'État à cause des mérites de mon père dans la Première Guerre mondiale. Donc, moi, j'ai suivi les 4 dernières années de lycée jusqu'à la déportation, jusqu'au ghetto, dans un lycée protestant. Et quand on a demandé à mon père, mais pourquoi peut-être subira-t-elle de l'antisémitisme, etc., pourquoi tu l'envoies dans cette école? Mon père avait dit à juste titre qu'il faut que ma fille apprenne à se montrer digne dans toutes les circonstances et de vivre avec toutes les autres, même d'autres religions, et se comporter de façon qu'on l'accepte dans un milieu qui n'est pas le sien. Et cette idée de mon père, cette façon de penser m'a servi toute ma vie parce que je pense qu'il faut que nous soyons, qu'on se comprenne, qu'on soit juif ou n'importe quelle autre religion, n'importe quelle autre nationalité, qu'on puisse être fraternel, avoir un lien entre se comporter de telle façon, chercher l'estime des autres en quelque sorte, se comporter de façon qu'on gagne l'estime. Voilà. Et ça, c'était grâce à mon réussi, j'ai fait mon baccalauréat dans cette école, dans ce lycée protestant. Et j'en suis très contente d'avoir eu cette expérience. Et après, je voudrais aussi vous dire quelques mots de mon expérience, justement, de cette fraternité, même en déportation, non seulement avec mes corélégionnaires comme moi, mais j'ai eu peut-être ça qui m'a sauvé la vie. Non, la vie, ce qui m'a sauvé, c'est la présence de ma mère dans le camp. On était toutes les deux. On était là, vraiment, toute notre énergie, notre volonté de vivre était l'une pour l'autre. Et heureusement, on a réussi, donc toutes les deux, à survivre. Bon, mais ce que je voulais raconter, dans le camp Auschwitz, il y a eu des ouvriers de différentes nationalités qui venaient, des hommes des travaux, de la voirie, d'électricité ou autre. Et alors, un jour, j'ai vu un groupe d'hommes qui parlaient français, qui travaillaient sur la route entre les deux baraques qui se faisaient face dans le camp C, alors je suis où j'étais. Et quand j'ai entendu parler, comme j'aimais toujours la langue française, j'ai commencé à leur demander, poser des questions. Et là, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Legueux, qui m'a dit, il m'a donné son nom, et il m'a dit, c'était au mois d'octobre, il m'a donné le conseil d'essayer de nous faire transporter, d'aller dans un transport qui va vers l'Allemagne, dans les usines,
travailler parce que l'armée soviétique s'approche et quand le camp va être, avant la libération du camp, les Allemands vont ou bien tuer tous les prisonniers, ou bien les... Bon, c'était la longue marche. Donc, ce qui s'est passé en réalité, une partie était euh, tuée dans les chambres à gaz et l'autre partait vers d'autres, vers l'Allemagne, dans le front, où il y a eu cette marche terrible de janvier avec beaucoup de morts. Donc, je dois aussi le fait que j'ai survécu à ce conseil de ce monsieur français à qui je dois beaucoup de reconnaissance, sans l'avoir jamais vu ni avant ni après, parce qu'on a réussi avec ma mère de se glisser dans un transport qui allait vers l'Allemagne, dans une usine d'aviation. Et alors là, je voulais vous dire que dans cette usine, il y avait des ouvriers entre 20 et 30 ans peut-être, et nous, on était, avec ma mère, affectés à un jeune homme dans cet âge-là à peu près, et qui m'a demandé plusieurs fois euh, vous êtes juive? J'ai dit, ah oui, bien sûr. Mais vraiment, vous êtes sûr? Alors j'ai dit, mais pourquoi vous en doutez? Alors il m'a répondu, parce qu'à l'école, on nous a appris que les juifs ne sont pas des hommes comme nous. Alors ça, bon, ça c'était, c'est pour ça que je voudrais vous dire cette expérience, parce que ce garçon, quand il nous a connus, ma mère et moi, on a travaillé ensemble 12 heures, ou de nuit, ou de jour, ça dépendait. Il était tellement gentil. Il m'a apporté à manger quelquefois une pomme, une tartine. Il m'a dit, cache-toi dans la garde-robe sous les manteaux pour dormir un peu la nuit. Je te préviendrai quand les SS vont venir. Donc, ce garçon à qui on a appris qu'on n'était pas des hommes comme les autres, tout d'un coup, bon, il a vu la réalité et c'est pour ça, je dis que l'apprentissage, la pédagogie, l'enseignement, les livres doivent être pour la jeunesse très, très, très importants et essentiels pour, pour savoir, pour ne pas croire tout ce qu'on dit, pour étudier la chose, chercher la vérité. Voilà. Il y avait après un autre monsieur, parce que après, on a cherché des personnes qui parlaient allemand, comme je parlais l'allemand. On avait un travail de bureau et je travaillais avec un monsieur, alors lui, il s'appelait Eppelin et il était horloger à Munich. Et lui, il a été extraordinaire aussi. Il m'a apporté aussi, il m'a dit, ouvre ton tiroir du bureau. Et là, je trouvais quelque chose à manger souvent. Et à la fin, quand l'usine a été déménagée parce que les soviétiques approchaient, donc on a aménagé l'usine, on n'avait plus de travail. Il m'a fait venir à l'usine spécialement en, en me cherchant par mon nom. Et j'avais peur d'abord, je me suis dit, est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai raté mon travail, j'ai pas réussi quelque chose comme il faut. Et donc, bon, mais j'y suis allée accompagnée par un SS. Et quand je suis arrivée à l'usine qui était déjà vidée de des machines, etc., lui, il a dit, on va marcher de long en large parce que je voulais te dire quelque chose. Je voudrais que tu racontes à tes camarades, les soviétiques sont à Berlin et la guerre va être bientôt finie. Vous êtes bientôt libre. Je voulais que tu racontes ça à tes camarades. Je suis encore aujourd'hui émue aux larmes quand je pense que je l'ai jamais rencontré, heureusement, ce monsieur après la guerre. Je le regrette parce qu'il m'a donné beaucoup de courage pour les qui nous restait là-bas, à Titao, où c'était cette usine d'aviation. Donc, je racontais ça où j'ai eu l'expérience d'avoir rencontré deux Allemands, un assez jeune, entre 20, à peu près 25 ans, et l'autre à peu près 40, qui étaient, bon, induits dans une erreur, compris dans des mensonges à leur éducation, mais quand ils ont pu vraiment nous rencontrer, ils se sont montrés humains.
Et ça, donc, je vous conseille, je ne sais pas, je voudrais poser une question aussi. Est-ce que vous connaissez des livres des auteurs allemands juifs, Franz Kafka, Stefan Zweig, Franz Werfel? Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que vous connaissez cette littérature allemande? Bon, spécifiquement, qui étaient des juifs. Et Kafka était tchèque, mais il écrivait en allemand. Voilà. Alors, il faut essayer d'élargir aussi son horizon et de non seulement lire, quand j'ai nommé ces auteurs juifs allemands, je pourrais aussi vous dire Thomas, qui n'était pas juif et qui, pour moi, quand on me demande si je parle allemand, si j'aime parler, oui, j'aime parler allemand, parce que j'aime la langue de Thomas Mann. Voilà. Et, et les Allemands, c'est pas que, pour moi, c'était pas que les nazis, parce que j'avais une certaine image autre aussi de l'Allemagne par la littérature, par la musique. Danke, Frau Voilà. Elkman-Hervé. Et je vous conseille donc aussi de vous tourner vers la littérature et la musique. Danke, vielen Dank. Sie haben uns gezeigt, dass Sie eben keinen Hass auf die Deutschen entwickelt haben, sondern hervorgehoben, dass es viele Menschen gab, die gütig zu Ihnen waren und die Ihnen sogar geholfen haben, es zu überleben, es zu schaffen. Für all jene, die noch nicht Ihre Geschichte in Gänze kennen, Sie waren also 18, als Sie nach Auschwitz deportiert wurden und haben es geschafft, zur Zwangsarbeit nach Zittau im Oktober 1944 weiter verlegt zu werden. Und dort haben sie dann die Befreiung erlebt und konnten nachher zurück in ihr Heimatland kehren. Aber ich würde gerne noch mal ausholen, weil nicht alle wissen eben, was das für ein Lager war, Auschwitz. Und zu meiner Linken ist eben Professor Dr. Geis. Könnten Sie uns ein bisschen umreißen, einige Fakten nennen zu Auschwitz, welcher Hölle Judith Elkman-Hervé und wenige andere Überlebende entgangen sind, als sie aus diesem Lager fliehen konnten oder befreit wurden? Ja, also ich bin natürlich kein Experte im Bereich der Holocaust-Forschung. Ich bin Geschichtsdidaktiker, beschäftige mich also mit der Ausbildung von Lehrkräften. Da ist natürlich der Holocaust ein wichtiger Themenbereich, aber ich war jetzt nicht selber wissenschaftlich auf dem Feld tätig. Also Auschwitz-Birkenau ist das größte Vernichtungslager gewesen im Kontext des Holocaust, hat vor allem 1943, 1944 eine ganz schreckliche Rolle gespielt. Es ist wirklich der Ort, wo diese industrielle Massenermordung von Menschen praktiziert wurde in besonders großem Ausmaß. Und das macht, glaube ich, auch den besonderen Status von Auschwitz-Birkenau vor allem aus. Also ein Lager, das tatsächlich dann ein Vernichtungslager geworden ist, wo Selektionen stattgefunden haben, wo also Menschen nach der Ankunft entweder sofort in den Tod geschickt wurden oder ein kleinerer Teil noch zu sklavenartiger Zwangsarbeit dann herangezogen wurde. Ganz schreckliche Abläufe. Das ist etwas, was wir uns hier in diesem Raum, die allermeisten von uns, nicht vorstellen können. Und das ist, glaube ich, auch die große Bedeutung dieser Zeugenberichte, dieser Überlebendenberichte, dass wir einen Einblick in diese Welt bekommen, auch wenn wir es letztlich wohl nicht nachempfinden können, weil es einfach so weit weg zum Glück ist von dem, was unsere Lebensrealität ausmacht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, Zugänge zu wählen im Bereich der Geschichtsvermittlung, die persönliche Erfahrungen, die Biografien, die einzelne Menschen in den Blick nehmen, weil das, glaube ich, etwas ist, was für Jugendliche und junge Erwachsene einen ganz besonderen Zugang schafft. Also eine ganz besondere Möglichkeit,
der Identifikation, vor allem wenn das Menschen sind, die dasselbe Alter haben, was ja in Ihrem Projekt ein ganz zentraler Aspekt gewesen ist, und auch eben Möglichkeiten der Empathie, denn diese Vernichtungssysteme funktionieren ja immer darüber, dass anderen Menschen der Status von Menschen abgesprochen wird durch Ideologie, durch Hass. Das ist dieses Muster, das dahinter steckt, und das ist etwas, was nicht funktioniert, wenn Empathie da ist, wenn die Bereitschaft da ist, andere als Menschen zu sehen, was ich eben auch sehr eindrucksvoll fand in dem Zeugnis, eben, dass es auch ideologisierte Menschen gab, das ist die der NS-Ideologie, ausgesetzt waren und trotzdem dann in bestimmten Situationen nicht nach dieser Ideologie gehandelt haben und eben sich dann als Menschen gezeigt haben. Das ist etwas, was was in all dem Schrecken vielleicht auch Hoffnung stiften kann. Vielen Dank, Professor Dr. Geis. Sie haben es gesagt, man hat den Menschen ihre Würde genommen und auch versucht, sie zu entmenschlichen. In den KZs wurden ihnen die Haare geschoren, sie wurden all ihrer persönlichen Gegenstände beraubt. Zuvor wurden ihnen die Häuser weggenommen, die Habseligkeiten. Und ein Stück Erinnerungsarbeit kommt, glaube ich, auch Frau Coralie vom Hofe, verdankt man auch Frau Coralie vom Hofe. Sie arbeitet für das CIVS, eben die Kommission für die Entschädigung von Opfern aus der Okkupationszeit. Frau vom Hofe, Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin. Ja, ich höre Ja, zu. guten Abend. Welche Art von Anfragen erreichen Sie denn eigentlich? Geht es da um Möbel oder Bilder oder geht es auch um so ganz persönliche Gegenstände wie Ketten, die genommen wurden, geraubt wurden? Wie können wir uns Ihre Arbeit vorstellen beim CIVS? Alors, nous recevons... Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là, de revoir Karine. Attendez, j'ai un problème je reçois la traduction en allemand. Voilà. Et de revoir Judith, que nous avons accueillie au mois de février aussi pour le vernissage de l'exposition à l'ambassade de France à Berlin. Donc, bonsoir à toutes et à tous. La commission pour laquelle je travaille, la CIVS, est compétente pour des indemnisations d'ordre matériel, c'est-à-dire tout le mobilier qu'un appartement pouvait composer. Ça peut être donc des meubles courants de tous les jours, mais aussi des instruments de musique, du matériel professionnel, des bijoux, des œuvres d'art et aussi des biens immobiliers. On reçoit tout type de demandes. Et c'est ce genre de biens que nous indemnisons. Und wenn Sie diese Gegenstände den Familien zurückgeben, wie erleben Sie das? Ist das ein Stück der Erinnerungen, die auch dadurch wieder zurückkommen, die man zurückgewinnt vielleicht oder die dann auch weitergegeben werden an die folgenden Generationen? Alors, il faut savoir que les restitutions représentent un très, très petit nombre de cas. Par contre, nous indemnisons en première partie. Et tout le travail, en fait, quand nous recevons une demande d'indemnisation, va être de reconstituer l'histoire de la famille. Nous recevons un dossier, un formulaire, nous allons faire des recherches, nous allons aller dans différents centres d'archives pour retrouver un maximum d'informations. Dans les archives en France, à Paris, mais aussi dans les départements français et aussi en Allemagne, particulièrement à Berlin, mais aussi dans d'autres Länder. On se rend compte qu'il est plus important pour les requérants aujourd'hui, pour les familles de victimes, les enfants, les petits-enfants. Il y a encore quelques familles directes, même s'il y en a de moins en moins. Mais pas simplement l'indemnité qu'ils vont recevoir, mais plutôt le dossier qu'ils vont pouvoir lire de toutes les informations qu'on a pu retrouver sur leur famille. Si restitution il y a d'un bien culturel, ce qui est très très rare, c'est peu importe en fait la valeur du bien, c'est la valeur vraiment
symbolique de l'objet. Effectivement, c'est finalement, tout ce travail fait aussi partie du travail de mémoire. Vielen Dank. Sie haben gesagt, ja, gerade dieses Dossier, also diese Familiengeschichte, die Sie auch recherchieren und zusammenstellen, ist das Wichtigste, weil dadurch eben wieder viel zurückgegeben wird an die Familien, die jemanden verloren haben. Und ist das eine Möglichkeit, ich öffne jetzt nochmal die Frage an mein Panel und auch an die Schüler und Schülerinnen, um Erinnerung wachzuhalten, wenn die letzten Zeitzeugen gegangen sind? Gelingt es dadurch auch, Erinnerung wachzuhalten an den Holocaust und an seine Opfer? Votre question de préserver les objets, est-ce qu'il... Non, surtout les Dossiers. Si les familles reçoivent les Dossiers, wenn die Familien diese Dossiers zum Beispiel bekommen, die das CIVS zusammenstellt, est-ce que ça c'est un moyen aussi de conserver cette mémoire et comment on va la retransmettre aux futures générations? Comment ce travail de retransmission peut se faire dans ce contexte? Je pense, oui, tout à fait. Et moi, ça me fait penser en fait à Esther Seno, qui est une des femmes que j'ai interviewées et photographiées, et qui, elle, et ça m'a bouleversée en tant que photographe en plus, quand elle m'a dit qu'elle n'avait aucune photo de sa famille. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun souvenir. Donc elle a été déportée à l'âge de 14 ans. Ses parents avaient été arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Et elle revient à 17 ans. Elle redémarre tout, mais elle n'avait plus de photos de ses parents. Et c'est vrai que ça m'avait, comme si tout un passé s'était effacé. Alors plus tard, elle a pu, par une cousine qui avait émigré aux États-Unis, retrouver quand même une photo. Mais je pense, oui, que les objets, toutes les traces, enfin, on est tous aussi à la recherche de mémoire. On est fait de mémoire. Et je pense que ça participe très fortement à transmettre. Moi, j'ai appris une petite anecdote personnelle aussi, que j'avais un arrière-grand-oncle, je l'ai appris après, qui avait été déporté pour fait de résistance, qui avait écrit tout un ouvrage sur sa déportation. Et l'ouvrage est paru l'année dernière. Ça n'avait jamais été publié de son vivant et quelqu'un l'a retrouvé dans un grenier. Et c'est un livre qui existe. Et voilà, en tant que arrière-petite-fille de cet arrière-grand-oncle, ça m'émeut et ça me touche d'être liée à cette histoire aussi. Donc je pense que les objets, tout ce qui relie au passé permet aussi d'avancer, je pense. Ich glaube, dass das persönliche Zeugnis auf einer emotionalen Ebene nicht ersetzt werden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zugang, also mit Restitutionsdossiers habe ich mich nicht befasst, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Zugang über autobiografische Texte geschaffen werden kann, der auch für junges Publikum interessant sein könnte. Also wenn wir etwa die Tagebücher von Viktor Klemperer nehmen, das ist etwas, was mir jetzt besonders nahe steht, weil das jemand ist, der eben in meinem Beruf tätig war und der in meinem Beruf eben als Hochschullehrer sukzessive aus allen Lebenszusammenhängen rausgedrängt wurde. Also das kann man wirklich so Monat für Monat kann man das in diesen Tagebüchern sehr eindrucksvoll nachlesen. Und solche Zeugnisse haben wir natürlich auch von Menschen aus anderen Altersgruppen und aus anderen sozialen Kontexten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein wertvolles Material ist, ja auch jetzt schon im Unterricht präsent, dieses Material, aber dass das nochmal weiter gestärkt werden könnte, diese Selbstzeugnisse, die wirklich aus der Sicht von Opfern des Nationalsozialismus beschreiben, was mit ihnen geschehen ist. Und dass das ein ganz wertvoller Zugang bleibt. Natürlich auch aufgezeichnete Interviews, die werden sicher auch eine ganz wichtige Rolle in Zukunft übernehmen. Aber ich meine, das direkte Gespräch hat natürlich, wie wir es eben erleben durften, das hat natürlich einen ganz besonderen Charakter und das ist letztlich, denke ich, unersetzlich. Frau Sicard-Bouvattier, Sie haben ja auch durch das direkte Gespräch ein sehr eindrückliches Zeugnis von Erinnerungsarbeit geleistet. Inwiefern hat Sie persönlich diese Arbeit verändert und was haben die Jugendlichen Ihnen auch gesagt, inwiefern dieses Projekt Sie verändert hat? Sie haben ja die Chance gehabt, eben mit Überlebenden der KZ-Zeit, aus der NS-Zeit zu sprechen. Was haben Sie da
empfunden? Voilà, j'avais la fin de la traduction. Oui, je pense que ça m'a changé parce que quelque part, j'ai eu le sentiment au fur et à mesure d'être c'est un peu étrange, mais d'être très proche aussi de ces personnes-là. Judith, qui est présente, est devenue une amie très proche. On se voit régulièrement. La moitié de ceux que j'ai interviewés sont décédés maintenant et j'ai eu l'impression de perdre presque un membre de ma famille à chaque fois. Donc après, il ne faut pas que je sois trop sentimentale, mais oui, donc forcément, ça m'a imprégnée. J'en ai parlé à mes enfants, à mes parents, à mes amis. Donc voilà, je vis avec ça et en même temps, je me dis c'est vraiment nécessaire. Moi, j'ai toujours voilà, quelque chose avec la mémoire et l'oubli qui m'est insupportable. Donc ça, certainement, je suis contente en fait que ce travail existe. Voilà, la photographie, c'était Lévinas qui disait ça aussi, c'est laisser une trace humaine. Et là, il y a une trace. Et je suis contente que cette trace existe. Les jeunes ont été formidables et encore, je tiens à vous féliciter aujourd'hui, ceux que j'ai rencontrés ce matin et cet après-midi, parce qu'ils étaient très brillant, très touchant, dit des choses vraiment très fortes et j'ai l'impression que voilà, par la photographie, après c'est un médium, l'art est utile aussi pour transmettre des choses et j'ai le sentiment qu'il y a des messages qui sont passés. Le fait de se voir ou de voir des jeunes qui avaient le même âge, c'est assez fort. Donc lors des entretiens, quelques mots, les jeunes, donc moi j'avais un guide d'entretien où je me déplaçais donc chez le témoin avec on parlait avant la déportation, pendant la déportation et l'après, la reconstruction, et je proposais aux jeunes d'intervenir quand ils le voulaient. Et souvent, ils étaient en fait assez intimidés. Donc il y en a qui parlaient plus que d'autres, il y en a qui étaient assez silencieux, qui posaient une question ou deux, ça dépendait. Il y en a un dont je me souviens qui était très ému et je ne l'ai pas vu en faisant la photo, et c'est en agrandissant la photo que j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. Je ne m'étais pas rendu compte. Donc, je pense que ça bouleverse quand même. C'est une rencontre assez unique en one-to-one. Ils étaient très prévenants aussi, je trouvais, avec les témoins, les rescapés. Ils n'avaient aucun lien de parenté, sauf un seul, qui m'avait demandé expressément, mais au départ, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, dans les photos, on voit, il y en a certains qui se prennent par le bras. Enfin, il y a une sorte de comme si le jeune voulait protéger aussi le témoin. Donc, il y a des liens qui se sont créés de manière un peu... des coïncidences. Je racontais cet après-midi, il y a Sifa qui est photographiée avec Ginette Kolinka et qui, en fait, le jour de la photo, avait 20 ans. Et Ginette a été déportée au moment, à 19 ans, mais elle a fêté ses 20 ans à Auschwitz. Et elle disait, tu vois, Sifa, tu te souviendras de tes 20 ans. Moi aussi, je m'en souviens. On a ça en commun. Il y en avait une autre qui... c'était Sarah, et c'est le hasard qui a été photographiée avec une jeune fille qui s'appelait Sarah aussi, deux autres qui ont fait les mêmes études. Il y a eu beaucoup de coïncidences comme ça, donc ça a créé du lien, ou peut-être que c'est moi qui voulais trouver un lien coûte que coûte. J'ai mon fils Jean qui a été photographié aussi avec Élie Buzyn, et lui, son frère s'est fait assassiner le 7 mars, il avait 20 ans, mais pour Élie Buzyn, le 7 mars, c'est une date très important, s'ils s'en souvenaient. Et Jean est né le 7 mars, donc ils ont partagé ça aussi en disant oui, moi aussi, maintenant je m'en souviendrai aussi. Voilà, donc il y a eu ces liens. Donc c'est des petites graines qui sont semées. J'espère qu'il y en a qui ont été semées aujourd'hui aussi, mais chaque graine est importante pour parler. Et à nouveau, je pense que le monde est assez rude aujourd'hui, c'est complexe. La géopolitique est complexe, ce qu'on voit en Europe est complexe. Et l'idée, c'est pas de charger les jeunes encore avec un sac à dos qui est assez lourd, mais c'est effectivement d'être éclairé, de pouvoir savoir ce qui s'est passé, de le comprendre, de l'intégrer. Et ce que disait Judith, c'est de s'engager après, de savoir dire non, de résister. Une petite blague, on dit c'est pas très grave, c'est un peu raciste, un peu petit truc. Non, en fait, de dire ça, c'est pas drôle. D'oser. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai mes enfants, on voit quand on est en groupe, ça, c'est pas évident, mais d'oser, de s'engager, de s'intéresser à la politique, de voter,
d'essayer d'être un citoyen voilà, qui agit de manière éclairée et fraternelle. Et c'est ce que disait Judith dans l'exemple que tu racontais de cette rencontre avec cet Allemand qui avait une vision qui ne savait pas, en fait, mais qui, une fois qu'il a su, voilà, a eu un comportement totalement normal et humain. Et en fait, je pense que la méconnaissance de l'autre, c'est un peu peut-être banal ce que je dis, mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire, de mixité, de se mélanger beaucoup plus. C'est vrai que aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses qui nous séparent davantage que ce qui nous réunit. Et en fait, on a beaucoup plus de choses les uns les autres en commun que de choses qui nous séparent. Et travailler sur ce qui nous rassemble, c'est bien, parce que finalement, quand on se connaît, on se comprend, et il n'y a aucune raison de se taper dessus. Après, on peut avoir des avis différents, mais pas jusqu'au point de se battre. Voilà. Ja, also eine richtige Verständigungsarbeit, aber auf ganz verschiedenen Niveaus, auf vielen, vielen Niveaus, die Sie da geleistet haben und jetzt auch in die Welt hinaustragen. Genauso wie Frau Elcon-Hervé. Sie haben ja relativ spät im Leben entschieden, über Ihre Erlebnisse zu berichten. Warum jetzt und was wollen Sie den jungen Menschen mitgeben? Je n'ai pas été sollicitée avant. Aussitôt qu'on m'a sollicité, j'ai répondu. Je n'ai pas été j'avais pas l'occasion de dire ce que je pensais. Bon, Judith, peut-être que Judith, il faut moi-même, baisser votre son. mais on m'a pas demandé de témoigner, ni dans les écoles. Il faut dire une chose, je suis déportée de Hongrie. Donc, en France, évidemment, et normalement, c'est les déportés de France qui ont été en premier lieu sollicités. Ça, c'est normal. Mais moi, j'ai été déportée de Hongrie et je suis venue en France en 1947, donc 2 ans après la fin de la guerre. Et peut-être que ces déportés-là ont été questionnés bien plus tard. Et j'ai aussitôt répondu. Et je dois dire qu'avec Karine, c'est non seulement qu'elle a fait ce livre formidable, témoignage, mais c'est une personne où j'ai rencontré vraiment tout ce que je souhaitais toujours, s'intéresser à une chose qui la regarde de très loin, finalement. Elle n'a pas eu ni d'amis, ni de famille déportée. Peut-être aussi un cousin éloigné, peut-être, et aussi dans la résistance. Et c'est pas la même chose. Être déporté dans la résistance, c'est une chose méritoire, méritoire. Voilà, courageux. Déporté juif, c'est c'est accepter cette destinée qu'on a à travers des siècles, persécution. C'est très différent. Maintenant, moi, je refuse le mot persécution, comme je refuse le mot victime, parce que, bon, je n'ai pas résisté, je n'ai pas. Par contre, je me sens pas. J'étais victime, victime de de notre époque, mais je n'ai pas, je ne le ressens pas, comme je n'ai pas ressenti de honte de défiler à poil, à nu, devant les SS, les soldats allemands. Je n'ai pas ressenti aucune honte, aucune gêne. Je ne ressens pas aucune honte, aucun sentiment de victime. Je me sens partie prenante dans cette histoire tragique, mais je refuse la victimisation personnellement. Je peux pas, je me considère pas, parce que dans mon âme, dans ma tête, je n'ai jamais été victime. Je me sentais pas victime. Bon, maintenant, bon, la transmission, pour revenir, je suis là depuis qu'on me demande, mais je vous dis, les Juifs hongrois étaient peut-être en France, bien sûr, mais en Hongrie, alors ça, c'est un autre chapitre. Ça, je ne suis pas tout à fait au courant. Qu'est-ce qui se passe avec les témoignages en Hongrie? Je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Je ne sais qu'une seule chose,
c'est que la Hongrie a été très, très coupable dans cette histoire tragique qui a livré les Juifs hongrois, qui étaient souvent des héros de cette armée austro-hongroise dans la Première Guerre mondiale. Mon père est décédé donc pendant la déportation et malgré ses décorations d'officier de la Première Guerre. Donc la Hongrie, je ne sais pas comment exactement, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas fait en mon âme vraiment. J'ai des amis hongrois que je chéris, c'est ma famille finalement aujourd'hui quasiment, mais le régime hongrois de cette époque n'a pas été suffisamment montré du doigt. Ce n'était pas l'occupation, soi-disant «occupation» entre guillemets, je mets le mot occupation allemande en Hongrie qui a provoqué la déportation. C'est eux qui étaient ils n'ont pas la provocation évidemment vient du fascisme d'Hitler, mais l'histoire de la Hongrie fasciste est quand même suffisamment forte et j'ai vécu l'étoile jaune quand les Allemands en 1940 et les lois anti-juives en Hongrie, avant que l'Allemagne, soi-disant, l'armée allemande occupe la Hongrie. D'ailleurs, jamais occupé puisque c'était les Alliés. Les Alliés n'occupent pas un autre pays allié. L'armée anglo-américaine n'a pas occupé la France, elle est venue libérer la France. L'armée allemande, il n'y avait pas d'armée, il y avait le Sonderkommando qui est venu en Hongrie avec Eichmann. Bon, mais donc, je n'ai pas fait la paix dans mon cœur avec cette histoire de la Hongrie qu'on n'a pas assez montré du doigt parce que aussi il y avait bien sûr l'occupation soviétique après, le régime communiste qui a empêché tout ça parce que et comme d'ailleurs en Allemagne, l'Allemagne de l'Est occupée par les soviétiques, c'était différent que l'Allemagne fédérale. Bon, donc la Hongrie a échappé vraiment à être montrée du doigt et après bien sûr, quand il y a eu 56, la révolution de 56, alors là, la Hongrie a été le premier État qui s'est révolté contre l'occupation soviétique. Donc, il s'est lavé de tous les péchés qu'ils ont commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le régime de Horthy n'était pas suffisamment montré du doigt ni puni. Il y a eu quelques procès en Hongrie aussi, le régime surtout qui est venu encore plus sévère et plus terrible après Horthy pendant 2 mois ou 3 mois avant l'occupation soviétique, puisque les Russes ont occupé déjà en janvier 1945 la Hongrie. Donc, il n'y a eu que très peu de temps après Horthy, 3 mois peut-être, où il y avait le siège de Budapest d'ailleurs, et des bombardements terribles. Mais donc, tout ça a été pardonné, tout était pardonné à la Hongrie à cause, après, de la révolte de 1956. Bon, maintenant, pour moi, étant donné que ma langue maternelle, c'est le hongrois et que je suis née en Roumanie, mais ni mon père ni ma mère ne parlaient le roumain, donc je suis hongroise, hongroise, juive, religion juive, comme on disait. Donc ça me fait encore aujourd'hui de la peine que cette histoire n'a pas été clarifiée. Man muss Et vielleicht donc, bon, pour revenir à votre question, je répète, aussitôt qu'on m'a demandé, j'ai témoigné. Ja, ich nahm Bezug darauf, dass einige, ich glaube die Hälfte der Porträtierten aus Karine Sicard-Bouvattiers Buch auch selber Bücher geschrieben haben. Und diesen Schritt sind sie eben nicht gegangen. Sie haben die Stimme erhoben, als man sie gebeten hat, Zeugnis abzulegen über diese schlimme Zeit. Hier sind sehr viele Jugendliche im Raum. Was möchten Sie den Jugendlichen denn noch mitgeben?
wir können hier an dieser Stelle gerne auch die Diskussion öffnen. Ich weiß, dass die Schüler auch Fragen an Sie vorbereitet haben, Frau Elcon-Hervé. Und wir können jetzt gerne die Diskussion öffnen. Herr Weber holt gerade das Saalmikrofon. Oui, je veux bien, oui. Ja, Avec plaisir. sehr gut. Marina Huspe, wollt ihr vielleicht anfangen? Ihr habt euch ja für das FEG und das HBG stellvertretend bereit erklärt, auch die Schüler hier im Raum zu vertreten. Aber wie gesagt, können gerne sich alle zu Wort melden. Mhm. Du kannst Deutsch reden, genau. Ja, ich wollte fragen, wie die Atmosphäre zwischen den Menschen in den Konzentrationslagern war, da ich mir mal vorgestellt habe, dass da vielleicht ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl ist. Oui, voilà. Alors, on était un groupe qui venions de la même ville, Nagyvárad, Oradea en roumain, Großfördein en allemand, en 3 langues. Peut-être que l'appellation en 3 langues de ma ville natale m'a donné le goût de parler des langues et d'essayer de fraterniser avec toutes les religions, toutes les nationalités. Bon, alors, je ne sais, quelle était la question exactement? Si vous avez créé des liens avec les autres. Oui, voilà. Alors, nous étions un groupe d'amis. On essayait de rester en groupe, celles qui nous connaissions déjà auparavant dans notre ville, qui étions pas des amis très proches, mais quand même des connaissances. Et surtout, j'étais avec ma mère. Et ça, je dois dire, et je ne pourrais pas le dire suffisamment, que c'est ça qui m'a sauvée, parce que ma mère, même si elle ne pouvait pas faire des miracles, mais là, sa présence, l'affection, l'amour qu'elle me portait et que je lui porte encore aujourd'hui, elle est partie à 50 ans. Bon, elle est morte à Paris, mais c'est ça qui nous a permis d'avoir un groupe solidaire. On s'entraidait au maximum. Il y avait des très rares cas dans la baraque où il y a eu des vols. Bon, mais c'était plutôt rare. Mais souvent, on était plutôt on faisait des petits groupes qui avaient des passés comme un petit peu, un passé en commun. Oui, voilà. Alors, ça nous aidait évidemment. J'ai des amis qui ne sont pas revenus de mon âge, qui étaient seuls, sans famille là-bas, sans leur mère. Ils n'avaient pas de sœur ou sœur parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans notre camp, évidemment, c'était un camp de femmes. Mais ces amies qui étaient toutes seules, elles ne sont pas revenues. Il y a une seule qui est revenue parce qu'il n'y avait pas ce sentiment de soutien, d'amour, d'amitié, d'affection qui nous liait, par exemple, avec ma mère. Mais, oui. Danke. Also das hat sie am Leben erhalten, dass sie ihre Mutter mit dabei hatten, die Liebe, die zwischen ihnen existierte. Was hat Ihnen denn sonst noch Hoffnung gegeben in dieser dunklen Zeit? Welche Gedanken haben Sie vielleicht am Leben erhalten oder hatten Sie überhaupt Gedanken außer des blanken Überlebenswillens? On n'était pas, je me rappelle pas, mais j'ai le droit pouvoir affirmer qu'on n'avait pas vraiment franchement peur de la mort. On ne réalisait pas peut-être, et c'est le quotidien qui nous préoccupait. Chaque journée était gagnée.
quand on a survécu une journée, il n'y avait pas de sélection. La sélection pour la chambre à gaz, c'était la sélection ou bien la sélection pour partir au travail. Et on ne voulait pas être séparés, ma mère et moi, pour partir, elle ou moi, au travail, séparés. Mais l'espoir, c'est pas le mot espoir. Le mot espoir n'a pas été prononcé. On vivait peut-être, sans beaucoup réfléchir, il n'y avait que le présent. On a assez mangé. Est-ce qu'on avait le soi-disant café thé qu'on nous donnait le matin, qui nous donnait le liquide nécessaire? Est-ce qu'on peut aller aux toilettes quand on a besoin? Est-ce qu'on peut se laver, se rincer les mains dans l'eau froide parce qu'il n'y avait ni d'eau chaude, ni savon, ni rien, mais est-ce qu'on peut rester suffisamment longtemps sur les toilettes, par rapport à nos besoins? Parce qu'on nous chassait au bout de 2 ou 3 minutes, «Heraus, heraus», et bon, terminé ou pas terminé, bon, on avait des soucis de minute en minute, mais on ne pensait pas. L'avenir était quasiment, absent de notre quotidien. On ne pensait qu'à la minute qui suit. Qu'est-ce qu'il y aura? Pardon? On n'a pas encore posé de questions, aber c'est ce qu'on va faire maintenant. Ich glaube, Marina hatte noch eine Frage, ne? Ja, und zwar, Sie hatten ja bereits erwähnt, dass Sie keinen Hass auf die Deutschen haben und mehr in den Deutschen sehen als einfach nur das, was ihnen passiert ist. Und ich kenne tatsächlich Holocaust-Überlebende, die anderer Meinung sind und eben Deutsche und die Anwesenheit von Deutschen absolut nicht ertragen können, nicht nach Deutschland reisen können. Deshalb ist meine Frage, wie haben Sie es geschafft, eben mehr in den Deutschen zu sehen als nur dieses schreckliche Nazi-Regime? Oui, mais les Allemands, j'ai pas rencontré beaucoup d'Allemands personnellement à Font-de-Camp, et j'ai lu l'allemand. Comme je vous ai dit, pour moi, j'ai lu, Thomas Mann, j'ai lu Stefan Zweig, et c'était, bon, je connaissais un peu les poèmes de Schiller. Je Quand j'étais toute petite, j'ai appris à prier en allemand. Ich bin klein, mein Herz ist klein. Voilà. Donc j'avais une certaine, culture, peut-être culture entre guillemets, bon, allemande. Donc je ne voyais pas, c'était la même chose, vis-à-vis des Hongrois. Mon père, était un héros de la Première Guerre mondiale. Bon, il a lutté avec les Autrichiens qui sont, si vous voulez, bon, donc j'avais une espèce de, la musique surtout. Alors pour moi, il y a pas chose plus divin que la musique de Mozart. Bon, alors je connaissais un peu quand même, pas beaucoup, à l'âge de 18 ans, mais quand même, mmh, dans notre ville, il y avait des concerts, on a écouté des disques, dans la radio. Donc tout ça, cette culture allemande, m'était quand même, assez proche. Donc c'était 2 choses, Hitler était quelque chose qui n'était pas pour moi. Je ne considérais pas que c'est l'Allemagne, c'est le mal, c'est le mal, mais ce mal peut être présent n'importe où, pas forcément, c'est pas caractéristique pour les Allemands. Ça existe, ce mal, bon, bah, Hannah Arendt disait que la banalité du mal. Bon, la banalité du mal, oui, oui, mais ça existe partout. Pas spécifiquement, bon, spécifiquement, ça existe dans les idéologies qui transportent, qui gèrent le mal. C'est dans les idéologies, dans certaines, bon, mais c'est pas un peuple qui comporte le mal, qui représente le mal. Pour moi, c'est pas, pardon, mais j'étais interrompue? Je ne sais pas ce qui se passe. Merci. D'accord. Bon, bah, voilà.
J'espère que vous avez entendu les Applaudissements. Deswegen war gerade der Ton weg, weil wir alle geklatscht haben hier im Saal, Frau Elkan Hervé. Je n'ai pas entendu, Ah, vous avez pas entendu? mais je vous remercie. Je n'ai pas entendu, mais je vous remercie beaucoup. Et Gibt es- alors, il y a encore une lecture je crois c'est écrit en hongrois alors là, mais Kertész, le grand écrivain hongrois qui a eu le prix Nobel, a immigré de Hongrie, qui était un enfant déporté juif à l'âge de 14 ans. Il a immigré quand même en Allemagne fédérale et il est mort en Allemagne. Il a écrit de très beaux livres sur la déportation, mais c'est traduit en allemand probablement, puisqu'il l'a écrit en hongrois, et je vous le conseille aussi de le lire. C'est noté. Gibt es weitere Fragen an das Panel? Frau Elkan Hervé, Frau Coralie vom Hofe ist in Berlin zugeschaltet, die dürfen wir nicht vergessen. Frau Sicard-Bouvatier, Professor Dr. Geis, haben Sie noch Fragen an unsere Gäste? Da vorne der Mann im roten Hemd. Ich habe eine Frage an unsere Zeitzeugende, an die Überlebende. Hätten Sie es jemals für möglich gehalten, dass Deutschland und Frankreich wieder so gute Beziehungen und sogar freundschaftliche Beziehungen miteinander pflegen könnten? Oui, absolument, tout à fait, absolument. Alors là, je vais vous dire encore quelque chose à ce propos. Je suis venue donc en France en 47 à ma mère, et en fin 48-49, j'ai travaillé, j'étais la secrétaire d'Elisabeth Bergner. Je ne sais pas si ce nom, les jeunes, ça vous dit rien, mais peut-être la génération d'après savait que Bergner était une grande comédienne à Berlin avant Hitler, la plus grande comédienne allemande, quand Hitler est venu au pouvoir, il a immigré en Angleterre et en Amérique après. Donc après la guerre, elle est revenue en Europe pour faire une tournée européenne dans différents pays, et j'étais sa secrétaire. Et on a voyagé dans l'Allemagne en ruine, dans des villes, on était à Stuttgart, à Munich, à Berlin. À Berlin, il n'y avait pas encore le mur à l'époque, 45-48, début 49, mais il y avait déjà la frontière, il y avait une frontière entre l'Est et l'Ouest. Et donc, j'ai voyagé avec elle dans l'Allemagne en ruine. On a été à Cologne, on a été dans un hôtel, dans un sous-sol, dans un abri. Ils ont fait un hôtel exprès pour montrer aux touristes comment ça s'est passé pendant la guerre. Mais là, tout était en ruine en Allemagne. On se baladait avec Bergner après les soirées de représentation. C'était un one-woman show qu'elle donnait en allemand, là-bas, en Allemagne. Alors là, il y a eu quelques échos assez déplaisants, parce que Berner était juive, n'est-ce pas? Elle a fui Hitler à cause de cela, heureusement. Et donc, il y a eu des échos, on a entendu dire, ah, une juive revient en Allemagne pour nous donner des leçons. Bon, mais Berner s'en fichait aussi, et puis moi, ça me touchait pas non plus, parce que les salles étaient quand même pleines quand elle était là, quand elle récitait, elle récitait des poèmes de Goethe, de Schiller et de poètes allemands en Allemagne. Après, dans d'autres pays, en anglais, elle avait du Bernard Shaw, etc. Donc, j'ai accompagné Berner en Allemagne fin 48, et on se baladait dans les ruines, dans les rues. Mais toutes les deux, on n'avait absolument pas le sentiment ni de c'est bien fait, bon, cette Allemagne maintenant est en ruine, pas du tout. On était, comment dirais-je, un peu sidérés par tout ça, et on avait assez peu de contact d'ailleurs avec la population.
on rencontrait à l'hôtel, bien sûr, mais pas tellement. On n'a pas eu des relations proches avec les Allemands à ce moment-là. Je regrette maintenant cela, mais ça s'est pas fait. Bon, mais j'ai eu cet aspect de cette Allemagne encore en ruine, mais je me sentais absolument pas ni en colère, ni avec un sentiment de vengeance ou de haine. Pas du tout. Non, 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 c'était tout ça, c'était pour moi et pour Berner aussi, heu, une expérience, une étude, enfin une étude, façon de parler entre guillemets. Ich würde da gerne noch mal einhaken. Also Sie haben das Deutschland und auch Frankreich der Nachkriegszeit kennengelernt. Ihrer Meinung nach, wie ist man denn in den beiden Ländern mit dem Thema Aufarbeitung umgegangen? Hat man das genug thematisiert, die ganzen Verbrechen, die geschehen sind während des Holocausts? Ist die Gesellschaft da streng genug auch mit umgegangen mit den Tätern? Was meinen Sie? Attends, Ah, je n'ai il n'y pas avait pas la traduction. Dauert einen kleinen Augenblick. ça je dois dire que je peux pas mesurer cela. Je dernière depuis 2, 3 ans, 4 ans peut-être, que ça s'accélère en France, les interviews, parce que tout simplement, je crois que les les déportés, nous disparaissons. Heu, Depuis que je fais des témoignages, j'ai déjà autour de moi des camarades qui sont partis. Mais donc, on ça se il y a beaucoup plus de témoignages demandés. On parce qu'il faut se dépêcher. On va j'ai 98 ans bientôt en quelques semaines, donc bon, bah, les autres, il y a les plus jeunes, il y en a encore peut-être, des plus jeunes de 1 ou 2, 3 ans maximum, je ne sais pas, des plus âgés, oui. Il y en a une, c'est Kolinka qui est plus âgée que moi. Mais bon, donc ça se précipite maintenant. Maintenant en Allemagne, je ne connais pas du tout la situation, comment ça se passe maintenant en Allemagne. Mmh. Merci. Haben wir noch andere Meinungen dazu im Saal beim Panel zu diesem Thema? Oder gibt es weitere Fragen, die Sie... Ich glaube, diese Wortmeldung war ganz zuerst, danach Usbe und Christina Schröer. Frau Elkan Hervé, Sie haben sehr schön über Ihre Mama gesprochen, die ja eine Riesenstütze für Sie gewesen ist. Mich würde aber auch persönlich mal das Schicksal Ihres Vaters interessieren. Hat er den Krieg überlebt? Vielleicht könnten Sie da einiges dazu sagen. Danke sehr. Ah oui, oui, bah, ça c'est la chose la plus heureuse que vous me demandez parce que je peux pas quand je parle de mon père, de pas seulement de lui, mais de mes proches qui sont morts là-bas. Mon père a été tué à Gouzen. Heu Vous connaissez probablement le nom de Gouzen. C'était des carrières, c'est toujours d'ailleurs des carrières de pierre. J'ai visité Gouzen il y a c'est le seul camp où je suis retournée non, j'ai jamais été à Gouzen moi, mais le seul camp que j'ai voulu visiter parce que je voulais aller à l'endroit où mon père a été dispersé après le crématoire et je suis allée à Gouzen et c'est là qu'il a été battu à mort. Il y avait non seulement les SS à Gouzen, mais il y avait des prisonniers des prisons, des droits communs. Parce que les nazis ont laissé certains droits communs aller dans les camps pour surveiller les déportés des camps. Et donc mon père qui avait 56 ans à ce moment-là, mais il n'était pas habitué à un travail comme dans une carrière de pierre. Bon, ils ont été battus et lui, il a eu un saignement intérieur suite, à ces frappes et il est décédé.
ami qui a été avec lui, qui est revenu, qui nous a dit cela. Et quand je suis allée à Gouzen, 2 ans, j'ai visité le musée, mais très sincèrement, j'ai eu le sentiment qu'on ne peut pas reproduire, ni de près ni de loin, même si avec les meilleures volontés. Le bâtiment d'ailleurs, l'architecture est très, très intéressante, très belle, très pure, mais le musée à l'intérieur, bon, pour moi, bon, j'étais peut-être, je trouve que pour moi, c'est tellement subjectif, toute cette, et surtout le décès de mon père et Zen, c'est tellement personnel, tellement subjectif qu'on ne peut pas en parler comme dans un livre d'histoire. Et là-bas, le musée relate ces faits comme un morceau. Et d'ailleurs, c'est la vérité, c'est une partie du XXe siècle seulement. Bon, je ne veux pas dire la banalité comme disait un certain Monsieur Le Pen en France, que bon, mais moi, je ne peux pas me contenter d'un musée. Quand je suis là et j'ai regardé par la fenêtre du musée, il y avait des maisons particulières avec jardin, tout qui entourait ce musée. Et les gens pique-niquaient, c'était l'été, pique-niquaient, faisaient du barbecue dans le jardin. Alors pour moi, c'est quelque chose qui ne collait pas. Voilà, alors mais la mémoire peut-être pour les jeunes, ceux qui n'ont pas connu et ceux qui n'ont pas, c'est pas le camp même qu'on n'a pas connu, mais la souffrance. Pour moi, c'est pas les souffrances du camp que j'ai vécu personnellement, et c'est les souffrances du deuil qui me quittent pas, et ça, aucun musée ne peut le montrer. Je vous le dis et je vous l'affirme, que c'est le deuil qui prédomine toute cette époque pour moi. Et pas seulement, bien sûr, essentiellement ma famille, mais mes amis, mes très chers amis, toutes les classes classes élémentaires où il n'y avait que des enfants juifs. J'étais dans une école juive pour les 4 premières classes de 7 ans, de 6 ans à 10 ans. Mais je ne sais pas, de ces 25 élèves, nous sommes revenus 5 peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que je ne suis pas seulement, je ne dois pas seulement témoigner, mais je dois porter le deuil de ces gens-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Die Trauerarbeit leisten, die sie eben nicht leisten konnten zu dem Zeitpunkt, als die Menschen von ihnen gegangen sind. In unserem Vorgespräch hatten Sie mir auch gesagt, dass Sie diese Trauerarbeit sehr spät in Ihrem Leben gemacht haben, weil es direkt unmittelbar danach gar nicht ging. Wir hatten hier noch eine Wortmeldung und hier vorne auch noch, genau. Aber ich glaube, der junge Mann war zuerst, aber ich wollte fragen, was Sie über die Existenz Israels und der israelischen Regierung unter Netanyahu denken. Je pense, moi, ça a moins d'importance que ce que pensera le tribunal après, j'espère, quand cette guerre sera terminée. Netanyahou mérite de répondre à un tribunal, non seulement pour la non-préparation du tout, mais avec tout ce gouvernement qu'il a représenté, dont il était le chef, et toute cette politique d'Israël conduite par Netanyahou que je condamne. merci. Christina Schröer, bitte. Ja, vielen Dank. Ich wollte vielleicht auch doch nochmal das nutzen, um auch eine Frage an Peter Geis oder das Podium zu stellen.
Denn ich fand es sehr beeindruckend, nicht nur jetzt in dem Gespräch heute Abend, sondern auch in unserem Workshop mit den Schülerinnen und Schülern, ja, dass doch der Wunsch eigentlich da war, vielleicht sogar nach mehr Beschäftigung mit der Erinnerung an den Holocaust auch in der Schule, dass es gar nicht so erlebt wird, dass das zu viel gemacht wird, sondern vielleicht sogar zu wenig. Und daher nochmal fragen, also welche Rolle kann Schule denn dabei spielen? Vielleicht auch nochmal in so einer deutsch-französischen Perspektive. Du kennst ja sehr gut die Vermittlung von Geschichte in beiden Ländern. Also ist überhaupt Platz in der Schule für so eine ja auch persönliche Auseinandersetzung, für diese Empathie, die wir jetzt heute Abend hier alle spüren und auch uns wünschen? Oder geht es da eben doch zunächst mal um Wissen und Kennen, auch um diese Verbrechen überhaupt erstmal in der Erinnerung zu dokumentieren und weiterzugeben? Also das würde mich nochmal interessieren. Ja, also bei mir liegt der letzte Unterricht, den ich zu dem Thema gegeben habe, der liegt jetzt schon längere Zeit zurück. Ich habe aber nie den Eindruck gehabt, wenn ich das Thema Holocaust im Unterricht behandelt habe, dass die Schülerinnen und Schüler nicht interessiert gewesen wären. Also das ist ein Eindruck, den ich überhaupt nicht habe. Das wird ja manchmal medial so besprochen. Ich habe das nicht feststellen können. Im Gegenteil, also ich habe immer ein sehr ausgeprägtes Interesse an dem Thema feststellen können. Ich glaube, die Schule hat auch tatsächlich eine wichtige Funktion in der Vermittlung von Wissen über den Holocaust, auch in der Behandlung der Frage, wie konnte eine Gesellschaft sich so verändern, dass sie das zugelassen hat. Also das ist ja vor allem dann in den 30er Jahren diese Vorgeschichte, die ja sehr öffentlich war und die ja unter sehr aktiver Beteiligung auch von großen Teilen der deutschen Gesellschaft abgelaufen ist, was man bei Klemperer zum Beispiel sehr anschaulich nachlesen kann. Das muss auch, glaube ich, auf der Ebene von Prozessen den Schülerinnen und Schülern bekannt sein. Nicht in allen Einzelheiten, aber schon in den wesentlichen Etappen. Und das ist, denke ich, komplementär zu diesem emotionalen Zugang, der auch sehr wichtig ist. Also das eine steht nicht in einem Gegensatz zum anderen, sondern das ergänzt sich. Also ich halte es für ganz wichtig, dass diese affektive Ebene, dass die da ist. Das ist auch was Simone Weil mal in einem Interview gesagt hat mit France Culture, war das, glaube ich, also dass dieser affektive Zugang, diese affektive Verbindung zu anderen Menschen ganz entscheidend dafür war, ob sie geholfen haben oder nicht. Also den Verfolgten in Frankreich, darum ging es. Und nicht das Intellektuelle, also nicht irgendwelche abstrakten Überlegungen, wozu ist man jetzt gerade verpflichtet, sondern eine ganz affektive Reaktion. Das sind Kinder, die brauchen Schutz, die muss ich jetzt verstecken, die muss ich jetzt schützen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend. Und in der Schule kommt noch dazu eben die Frage, ja, was ist geschehen in Auschwitz-Birkenau? Wir haben eben darüber gesprochen, was ist dem vorangegangen? Also dieses Einordnungswissen, das auch, denke ich, auch die Beziehung dann zur NS-Ideologie, was ist das eigentlich für eine Ideologie, wo kommt die her und wie hat die auf Menschen gewirkt und warum haben es manche Menschen da doch geschafft, sich eben dieser Ideologie auch zu entziehen. Das ist ja kein Mechanismus, man ist mit einer Ideologie konfrontiert, also muss man machen, also handelt man so, wie die Ideologie das will. Da gibt es ja durchaus zum Glück sehr, sehr große Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Mathieu. Mathieu Osmond, le directeur de l'Institut français de Bonn. Je voulais vous remercier tous les participants et en particulier Madame Elkan Hervé, dont le témoignage, je crois, nous a tous bouleversés. Et j'aimerais peut-être poser encore une question à Madame Elkan Hervé pour aujourd'hui et pour peut-être les années à venir. Vous avez insisté sur l'importance de comprendre les années 20, les années 30 pour expliquer la Shoah. Et vous avez parlé aussi à un moment donné d'évoquer Jean-Marie Le Pen. Alors, je ne veux pas rentrer forcément dans le débat politique français, mais
on a l'impression de perdre un peu les repères. L'extrême droite en France aujourd'hui se présente comme les défenseurs des Juifs. Qu'est-ce que la mémoire de l'Holocauste, peut-être le travail sur cette mémoire peut nous donner comme repère pour garder des boussoles à un moment où on ne sait plus qui croire. Est-ce qu'il faut croire le Rassemblement national quand ils nous disent qu'ils sont aujourd'hui les premiers à lutter contre l'antisémitisme? Moi, je peux vous donner, je ne fais pas de politique qui n'appartient à aucun parti. Personnellement, je peux vous dire qu'il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire. C'est toujours les mêmes, mais ils cherchent vraiment à se faire pardonner ou accepter, surtout dans l'avenir, pour les prochaines élections européennes ou après, bien sûr, pour la présidence en France. Bon, je ne les crois pas du tout, pas un mot. Mais bon, ça se peut que je ne veux pas jeter les condamner à tout jamais, non, et tous, non. On ne peut pas généraliser non plus, je ne le veux pas. Mais je préfère les laisser gentiment évoluer et voir qu'est-ce que ça va donner vraiment, la preuve de ce qu'ils disent. Mais en attendant, j'espère, je souhaite que une autre politique soit dominante plutôt en France, parce que je dois dire que malgré tout, alors que je suis française seulement par mariage, et encore, même mon mari était naturalisé parce qu'il était hongrois d'origine, donc, mais je suis française par non par nation, pas du tout. Je ne connais pas un sentiment ni de nationalisme, non, pas du tout, mais c'est même pas tellement la culture, mais cet état laïque me convient parfaitement. Et aussi, je mets tout mon espoir que la France, même s'il a connu également, parce qu'il ne faut pas oublier non plus Vichy, comme disait Chirac, avec qui je n'étais pas toujours d'accord, mais il a quand même dit, et ça, je le remercie a posteriori, que Vichy était la France. Donc, la France aussi a connu des choses horribles et des fascistes. Bon. Mais ce pays laïque me convient 100% finalement, et j'espère que c'est pas Madame Le Pen qui aura le dernier mot. Mais ça, c'est valable pour l'Europe, dans beaucoup d'autres pays. Et en Allemagne, je crois aussi qu'il y a d'une façon latente, une extrême droite qui bouge. Donc, il faut se réveiller à temps cette fois-ci. Danke, Frau Elkan-Hervé. Danke auch an alle Beteiligten und an die Wortmeldungen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen, aber wir haben noch Zeit für 1, 2 Fragen, falls gewünscht. Ich sehe da noch eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank für den interessanten Abend und den Einblick in verschiedene Themen. Ich hätte eine Frage nach Berlin. Wir hatten ja eben schon den Blick der Familien, die sich eben an das Zentrum wenden. Mich würde interessieren, ob es auch von der anderen Seite praktisch Anfragen an die Organisation gibt. Also gibt es Familien, die sagen, wir haben etwas, was uns eben nicht rechtmäßig im Endeffekt in der Familie gehört, Gemälde oder Schmuck oder Immobilien oder so, und die sich dann eben an sie wenden und irgendwie das aufarbeiten möchten oder das erfahren wollen, genaueres. Genau, vielen Dank. Merci beaucoup pour votre question. Depuis quelques années, on remarque en France une recrudescence de ce genre de cas, c'est-à-dire ce sont des citoyens allemands, généralement la 2e ou la 3e génération,
qui ont hérité de biens de leurs parents, grands-parents. On a un cas d'un grand-oncle qui ont récupéré des œuvres qui ont été généralement prises par leurs aïeux en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ils ne se sentent pas propriétaires de ces biens et ils cherchent à les rendre à la France. Et le premier contact qu'ils vont chercher, c'est le consulat ou l'ambassade de France pour essayer de trouver finalement une solution et un propriétaire. Ça arrive en tout cas de plus en plus. Est-ce que c'était bien ce genre de bien dont vous parliez? Ja. Sister. Sie können das Nicken nicht sehen, aber die junge Dame hat genickt im Publikum. Ja, es ist keine einfache Situation mit den zwei Panelisten, die zugeschaltet sind. Wollten Sie noch was anfügen? Pas de problème. Si je peux me permettre juste de revenir sur la question sur la place du travail de mémoire dans les établissements scolaires. On essaye depuis Berlin d'organiser des workshops, des conférences et aussi de faire venir des témoins, des survivants de la Shoah dans les établissements ou à l'ambassade, de faire venir des lycéens. Et je peux vous dire que les gens sont extrêmement intéressés. On est même parfois obligé de limiter le nombre d'inscrits parce que notre auditorium déborde d'inscriptions. Donc moi, je pense que le travail de mémoire a sa place dans les établissements et surtout, il y a un intérêt pour le travail de mémoire incessant. Les élèves qui viennent nous voir nous disent qu'ils sont bien évidemment émus, ils sont bouleversés, mais ils nous disent aussi que ça a été le meilleur des cours d'histoire qu'ils ont eu ou alors que ça remplace énormément d'heures de cours à l'école. Donc c'est indispensable, il faut absolument continuer ce genre de sensibilisation auprès des jeunes publics. Danke, Frau vom Hofe. Ich hoffe, Sie haben den Applaus gehört. Das ist eigentlich ein perfektes Abschlusswort, würde ich fast schon sagen, für diese Diskussionsrunde. Ich gucke noch einmal in den Saal. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, bei natürlich unseren wunderbaren Gästen, Frau Elkan Hervé in Paris, Frau Coralie vom Hofe in Berlin, Karine Sicard-Bouvatier hier auf dem Panel, genauso wie Professor Dr. Geis, auch neben mir. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Gustav-Stresemann-Institut mit Daniel Weber und natürlich an unsere Dolmetscher da hinten, Norbert Heikam und Angelika Kuske. Sie haben wirklich fantastische Arbeit geleistet und es war sicherlich nicht einfach zwischen Zoom, Panel, Publikum hin und her zu wechseln. Also wirklich, Sie haben unsere Hochachtung. Auch nochmal vielen Dank an die Kooperationspartner, Christina Schröer vom Ernst Curtius Center hier in Bonn, Mathieu Osmond vom Institut Français, Detlef Pohl von der Deutsch-Französischen Gesellschaft, auch hier anwesend im Saal und natürlich auch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Deutsch-Französische Hochschule. Ich glaube, ich habe alle genannt und die Schüler und Schülerinnen nicht zu vergessen. Vielen Dank, ihr habt mit sehr viel Herz und Einsatz gezeigt, dass die Botschaft ankommt und dass die Erinnerung weitergegeben wird. Also herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Pardon. Voilà, toute petite remarque. Déjà, vous remercier tous pour votre écoute et je trouvais que la qualité des échanges était vraiment très riche. Et également vous informer que je ne m'arrête pas là. Et donc, je suis en train de travailler sur un projet européen cette fois-ci. Donc, un peu la même démarche avec des témoins rescapés, mais qui viennent d'Europe, avec des jeunes Européens. Et c'est questionner, alors je trouve que ça parle beaucoup avec l'actualité, ça fait écho, questionner aussi
à chaque fois la jeunesse, donc de la Hongrie à la Grèce, l'Italie, enfin voilà, tous les Balkans, plusieurs pays d'Europe. Donc j'ai commencé, je ne sais pas si j'arriverai au bout, mais je vais travailler et aller au maximum pour pouvoir présenter un travail en 2025 qui commémorera les 80 ans de libération aussi. Donc je travaille avec les instituts français d'ailleurs dans plusieurs pays. Voilà, merci à vous.